Tiré de contes du Pays Gallo d'Adolphe Horin, les éditions de l'Avenir présentent La médaille de Sainte-Anne, légende du canton de Bain. Un. Après la mort de feu noble homme René Morel, sieur de Silandais, sa veuve, Jeanne-Françoise de Chantal, abandonna son pied-à-terre de Bain pour aller passer le temps de son deuil dans son manoir du Bois-Greffier, si en la commune de Pléchâtel. Elle était mère d'une jeune fille, âgée de 12 ans, qu'elle idolâtrait. Annette était, il est vrai, jolie à ravir et aussi bonne que belle. L'existence de la mère et de la fille, calme et paisible, se passait en douces causeries, en prières, en promenades dans les champs et les bois. Ces promenades avaient toujours un but charitable: visiter les chaumières malheureuses et secourir les infortunes. Le manoir du Bois-Greffier, situé dans une vallée, est exposé aux fièvres intermittentes si difficiles à guérir et qui sont causées par les eaux stagnantes d'un étang et de nombreuses mares. Chaque année, lorsque les chaleurs faisaient évaporer de ces marais fangeux des miasmes pestilentiels, les pauvres petits-enfants des fermes avaient la fièvre et tremblaient comme par les plus grands froids de l'hiver. C'est alors qu'il fallait voir la châtelaine et sa fille entrer dans chaque maison, s'informer de la santé de celui-ci, préparer la tisane de centaurée pour celle-là, les soigner tous et relever leur courage. Bientôt, on ne les vit plus et l'inquiétude se lut sur tous les visages. Qu'était-il survenu? La bonne dame était-elle malade? La chère demoiselle était-elle en danger de mort? Les bruits les plus divers circulaient de bouche en bouche. La vérité fut enfin connue. On apprit qu'un soir, Annette était rentrée fatiguée et souffrante. La nuit avait été terrible, la fièvre s'était déclarée et, depuis ce moment, ses jours étaient en danger. Tous les médecins des environs furent appelés, mais n'apportèrent aucun soulagement à la malade. Madame de Silandais, désespérée, ne savait plus à quel saint se vouer lorsqu'elle songea au miracle qui ne cessait de s'opérer à Sainte-Anne-d'Auray. On était à l'automne, et elle fit vœu, si sa fille recouvrait la santé, de l'y conduire au printemps suivant. Dès le même jour, les accès de fièvre furent moins violents, devinrent bientôt plus rares et enfin, peu à peu, cessèrent complètement. La santé, la fraîcheur et la gaieté revinrent promptement. Pendant ce temps, la châtelaine n'oubliait point son vœu. Dès les premiers soleils d'avril, on s'occupa, au manoir du Bois-Greffier, des préparatifs du voyage. C'était toute une affaire car, bien que la distance ne fût pas considérable, il fallait s'absenter toute une semaine et l'on ignorait si les auberges pourraient fournir les provisions indispensables. À chaque instant, on découvrait de nouvelles choses qui prenaient place dans le coffre de la voiture. Les chemins de fer étaient alors inconnus. À peine existait-il quelques lignes de grandes routes reliant les centres importants. Mais du Bois-Greffier à Auray, il n'y avait que des chemins remplis d'eau avec des fondrières qui ne permettaient de faire chaque jour que de très courtes étapes. Deux. Le voyage à Sainte-Anne se fit sans encombre. Le temps était doux et la campagne superbe, aussi Annette et sa mère se sentaient-elles renaître à la vie. Hélas, il n'en fut pas de même au retour. Une violente tempête se déchaîna subitement
une pluie torrentielle fondit sur les voyageurs et remplit d'eau les ornières du chemin. Madame de Cilandet, craignant pour la santé de sa chère enfant, voulait à tout prix trouver un abri. Mais le conducteur, mal renseigné, ne savait plus où il était. La pluie tombait toujours et la nuit recouvrait déjà la terre de son voile sombre. Arrivés sur le haut d'un coteau, ils aperçurent enfin, dans la vallée, une lumière tremblotante et, 5 minutes après, ils frappaient à la porte d'une maison de chétive apparence. Un petit vieillard borgne, boiteux, d'une figure hideuse, vint leur ouvrir. « J'aime mieux être mouillée que de rester ici, » dit Annette en se pressant contre sa mère. « Cet homme me fait peur. » La pauvre dame, peu rassurée elle-même, mais ne voulant pas continuer sa route par un temps pareil, répondit à sa fille. « Si cet homme est laid, il n'en est pas moins un honnête homme probablement. Il serait déraisonnable, pour un motif aussi futile, de s'exposer à tomber malade. Sous une grossière enveloppe, souvent, se cache un noble cœur. » Annette n'entra qu'avec hésitation. Un sourire méchant effleurait les lèvres de cet homme, sa politesse affectée fatiguait. Le seul œil qui lui resta brillait dans son orbite et des cheveux, presque fauves, d'une longueur démesurée, cachaient en partie son ignoble visage. « Pourriez-vous me donner une chambre et un lit pour passer la nuit? » Peut-être bien. Il y a là, au-dessus de nous, un sénace destiné aux rares voyageurs qui descendent à l'auberge du père Coup de Loup. On n'y a pas toutes ces aises, mais, vu ma misère, je ne saurais faire mieux. L'aspect de cette demeure était affreux. Des tessons, contenant des restes de cidre, étaient épars sur des bancs autour du foyer et exhalaient une odeur épouvantable. Ah seulement, je n'ai ni écurie pour votre cheval, ni où coucher votre domestique. Il sera obligé d'aller jusqu'au bourg, qui est à 2 lieues d'ici, et de revenir vous chercher demain. L'idée de voir son domestique s'éloigner d'elle et l'insistance qui mettait son hôte effrayèrent la châtelaine. Que faire? La pluie tombait plus fort que jamais et la nuit était venue. Il fallut bien accepter. Après avoir retiré de la voiture ce dont elles avaient besoin, les voyageuses recommandèrent au cocher d'arriver de bonne heure le lendemain matin et prirent possession de leur grenier. Trois. Il faut avoir visité les plus misérables hameaux de la Bretagne pour se faire une idée d'une pareille demeure. Cette pièce était située sur le toit de la cabane, couverte en chaume, et l'humidité suintait le long des murs au milieu des toiles d'araignée. Sur le plancher, çà et là, des flaques d'eau. Des châtaignes, des pommes de terre, des glands, des oignons formaient de petits tas dans lesquels se jouaient les rats et les souris. La porte n'avait ni serrure, ni verrou. Annette et sa mère s'enveloppèrent dans leur couverture de voyage et se jetèrent tout habillées sur le noir grabat qui servait de lit. Bientôt, au-dessous d'elles, des voix nombreuses, des chants, des disputes, des blasphèmes se firent entendre. Ces bruits se prolongèrent très tard dans la nuit. Annette mourait de peur. Harassées de fatigue, les voyageuses finirent cependant par s'endormir. En bas, les buveurs s'en allèrent les uns après les autres, et bientôt, le père Coup de Loup se trouva seul. Il était près du foyer, la tête entre les mains, se parlant à lui-même. Ouais, Jérôme a raison. Je suis trop connu dans ce pays. Il m'arrivera malheur. Mes vols seront découverts, et si je reste ici, à la moindre affaire, je serai arrêté.
Mais pour fuir, il faut de l'or. Je n'en ai pas. Allons, du courage. Les étrangères ont des bagues, des diamants, une bourse bien garnie. Il me faut tout cela. Son œil brilla d'une façon étrange. Il ôta ses sabots, ouvrit doucement une vieille armoire et prit un long couteau qu'il examinait avec attention. Un instant après, il avait monté l'escalier et écoutait à la porte du grenier où reposaient les voyageuses. Elles dormaient profondément. Le bruit de leur respiration, seul, se faisait entendre. Il poussa doucement la porte. La pluie avait cessé de tomber. Au dehors, la lune brillait même d'un vif éclat, et sa lueur, passant à travers une petite lucarne, laissait voir Annette et sa mère enlacées l'une à l'autre. Sans hésitation, comme un homme habitué depuis longtemps au crime, l'assassin s'avança vers le lit, leva le bras et frappa de toute sa force les deux malheureuses femmes. La lune, cachée par un nuage, avait cessé de briller. Quand elle reparut et qu'elle éclaira de nouveau cette terrible scène, Madame de Cilanday et sa fille, saines et sauves, étaient assises sur le lit, et le vieillard à genoux sanglotait à leurs pieds. La lame du couteau avait rencontré la médaille de Sainte-Anne, attachée au cou de l'enfant, et s'était brisée comme du verre. De plus, le bras de l'assassin était paralysé, la main crispée sur l'arme. Quand le jour parut, le misérable, saisi d'épouvante, alla lui-même se livrer à la justice, et les voyageuses regagnèrent leur demeure en bénissant Dieu d'un pareil miracle. Cette légende nous a été racontée dans notre enfance par Mademoiselle Angélique Morel Boisgreffier, alors âgée de 72 ans, Madame la Cilanday, née Chantal.